BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. Yann-Anthony Noguès. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens sur BFM Business en coopération avec Euranet. Alors c'est un programme complet que nous vous proposons ce week-end avec 4 rencontres sur 4 sujets différents. L'euthanasie, on a appris cette semaine que des frères jumeaux de 45 ans avaient décidé de mourir ici en Belgique. Ils étaient sourds de naissance et s'apprêtaient à perdre la vue tous les deux. Et pour eux, la vie ne méritait plus d'être vécue. Ce type de cas relève-t-il pour autant de l'euthanasie? Nous en débattrons. Cette semaine toujours, ce sont ouvertes en France les assises de l'entrepreneuriat. Parallèlement, l'Europe lançait le plan pour l'esprit d'entreprise. Près de 4 Européens sur 10 rêvent de monter leur affaire. On va y revenir. La Belgique met un grand coup d'accélérateur pour promouvoir les factures électroniques plus faciles, plus rapides, plus écologiques, moins chères. Alors, pourquoi est-ce que ça traîne chez nous? Mais tout de suite, nous allons parler de la réforme des agences de notation. Les eurodéputés ont voté mercredi de nouvelles règles plus strictes. La dégradation de la note de 9 pays de la zone euro par S&P en janvier 2012 avait amené les marchés à spéculer sur l'éclatement de la zone euro. Les nouvelles règles visent précisément à éviter que ce scénario ne se reproduise. Pour détailler cette réforme, Michael Petitjean, professeur de finance à la Louvain School of Management, nous a rejoint dans le studio implanté en plein cœur du Parlement européen de Bruxelles. L'émission qui va voir ailleurs, 500 millions d'Européens sur BFM Business. Bonjour Michael Petitjean. Bonjour. Alors vous êtes un grand spécialiste des questions financières, notamment des agences de notation. Oui. Déjà votre sentiment, les agences de notation dans la crise, quelle est leur part de responsabilité? En gros, elles ne l'ont pas vu venir et ensuite elles l'ont aggravé. Oui, je pense qu'on peut avoir ce type de constat. En effet, elles ont été un facteur très important dans la crise, pas le seul naturellement. Il ne s'agit pas de dire que ce sont les seuls coupables dans la crise, mais par exemple pour les produits structurés, les produits relativement complexes, elles ont joué un rôle tout à fait dommageable dans la crise financière. Oui. Michel Barnier, cette semaine, a été à Strasbourg devant les eurodéputés et il nous a présenté les grandes lignes de cet encadrement des agences de notation. C'était en conférence de presse, on l'écoute. 1. Diminuer la dépendance. 2. Des règles plus exigeantes en matière de notation souveraine. Le texte qui est proposé au Parlement et au Conseil des ministres institue des notations plus régulières, tous les 6 mois, plutôt que tous les 12 mois pour la notation souveraine. La publication avant l'ouverture des marchés, une meilleure qualité des notations. Nous demandons aussi plus de transparence avec la publication complète des rapports. C'est, je crois, utile pour tous les investisseurs. Donc voilà pour les grandes lignes présentées par Michel Barnier, le commissaire européen en charge du marché intérieur et des services financiers. Michael Petitjean, dites-moi, on va revenir sur les différents points. L'encadrement de la notation des dettes souveraines, ça c'est un point important de cette mesure. Oui, c'est un point important. Ce n'est pas le point le plus important. On viendra à ce point-là par la suite, je pense. Mais en effet, je pense qu'il y a lieu de mieux encadrer l'octroi de crédit aux gouvernements nationaux. Parce qu'en effet, on a vu que le timing, par exemple, choisi par les agences de notation pour annoncer certaines dégradations était particulièrement fâcheux. Et ça a desservi, je pense, les agences de notation elles-mêmes. On a eu certains sommets, notamment franco-allemands. Ou 2 jours avant. Voilà, et même plus serré que ça. Ah oui, même plus serré que ça. Quelques heures avant, voilà, les agences de notation dégradaient. Ce qui en effet peut poser problème dans les négociations qui sont en cours à ce moment-là. Il y a le timing dans les dates, le moment choisi, et puis ensuite les heures, le moment de la semaine par rapport à l'ouverture des marchés. On va y revenir. En tout cas, Michael Petitjean, le côté aléatoire de ces notes qui tombent comme ça d'un coup de la part des agences de notation, c'est fini. Donc les agences de notation devront présenter un calendrier, dire à quel moment de l'année elles émettront des notations. 3, a priori, selon le projet de la Commission, 3 fois par an. Et surtout, au niveau du timing, ça devra être 1 heure après la fermeture des marchés le vendredi soir. Pourquoi ça ? Je pense que c'est pour laisser le marché éventuellement digérer les informations qui sont divulguées par les agences de notation. On peut très bien imaginer en effet qu'une dégradation non anticipée des notations en pleine journée
peut en effet aggraver la situation sur les marchés. Donc ce n'est pas une mauvaise décision, je pense qu'elle est justifiée dans une certaine mesure, mais je vois difficilement le lien avec la qualité des notations qui sont offertes par les agences de notation. C'est une question de timing. Ça permettra sans doute de calmer la situation dans certaines circonstances, mais ça me paraît moins important que l'amendement 32. On va y revenir, je reprends le texte exact. Ces notations seront publiées le vendredi après la clôture du marché et au moins 1 heure avant leur ouverture. C'est pour ça qu'il y avait autant d'ailleurs de sommets de crise qui ont eu lieu aussi le week-end. Mais je pense qu'il y avait déjà des arrangements entre les gouvernements et les agences de notation pour que ce soit le cas jusqu'ici. Maintenant, ils seront obligés, à travers une directive européenne, à le faire. Alors la réduction de la dépendance aux notations externes. Alors ça, c'est intéressant. C'est pour éviter que les établissements financiers, que les banques continuent de suivre aveuglément les agences de notation. Parce qu'en clair, qu'est-ce qui se passait jusqu'ici? Les agences de notation, c'était une sorte de GPS. On se branchait dessus et on suivait et on ne remettait pas ça en cause. C'était une belle image, C'est vrai que les agences... Juste pour l'image et pour l'anecdote, cette semaine, on a appris en Belgique qu'une dame qui venait d'une ville à une 50aine de kilomètres de Bruxelles et qui voulait se rendre à la gare de Bruxelles avait mis son GPS, il y a eu un petit souci et son GPS l'a amené jusqu'à Zagreb en Croatie, 1400 kilomètres plus loin. Je ne sais pas si c'est de l'info ou de la tox, en tout cas ça nous a bien fait rigoler. Bon, non, plus précisément, jusqu'ici, les banques en gros prenaient donc les agences de notation pour les GPS, suivaient et... la parole révélée. Voilà. Oui, tout à fait. Il y avait un monopole aux mains des agences de notation à ce niveau-là. Il faut bien se rendre compte que les agences de notation ont une position centrale en matière de régulation financière. Dans le système financier, elles ont occupé une position dominante, centrale, mais on ne peut pas non plus dire qu'elles ont usurpé leur pouvoir, dans le sens où c'est le régulateur qui a en quelque sorte donné les clés du pouvoir aux agences de notation, et ça remonte à la fameuse crise des années 30. Aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne chose de diminuer cette dépendance, et l'amendement pour moi qui est l'amendement le plus intéressant, c'est l'amendement numéro 32, qui veut mettre fin au recours systématique aux notations officielles émises par les agences de notation, dans le but précisément de diversifier la source d'information concernant le risque de crédit. Et ça, pour moi, c'est l'amendement le plus intéressant dans les différentes modifications qui ont été apportées par le Parlement européen. Les agences de notation, Michael Petitjean, vous êtes professeur de finance, qui vont dorénavant être responsables également de ce qu'elles font. Oui, alors c'est encore fort discuté aussi dans les cercles académiques. Certaines personnes... certains spécialistes émettent l'hypothèse selon laquelle ça va détruire le business des agences de notation en les rendant beaucoup moins profitables ou en risquant de les rendre beaucoup moins profitables qu'auparavant. Ça veut dire quoi? Parce qu'elles seront trop prudentes? Parce qu'elles sont trop prudentes ou sujettes justement à des procès très coûteux. D'accord. Et d'un autre côté... c'est ça, donc les agences de notation pourront être tenues responsables pour leurs erreurs en cas de négligence grave ou de violation intentionnelle de la législation. Voilà, oui. Ça veut dire qu'elles vont avoir des procès? Elles peuvent avoir des procès, et ce risque-là, cette probabilité-là est beaucoup plus élevée qu'au préalable. On a connu ça il y a 15 ans avec les compagnies de tabac, où le risque législatif lié aux poursuites judiciaires. Donc vu qu'elles vont devoir provisionner et éventuellement devoir affronter des amendes, ça veut dire qu'elles vont devenir plus chères aussi? Elles risquent de vouloir répercuter ce risque-là dans le business, oui, dans les notations qu'elles émettent. Mais j'en viens aussi à cet effet éventuellement pervers. Vous savez, si les investisseurs ont la possibilité de recourir aux tribunaux pour poursuivre les agences de notation, ça risque d'accentuer la dépendance face à ces notations, puisque les investisseurs n'auraient pas cette possibilité-là si elles n'utilisaient pas les agences de notation comme source d'évaluation du risque de crédit. Donc la situation est assez ambivalente à ce niveau-là. Donc finalement, ça les sert en gros. Ça peut éventuellement les servir. Oui. En tout cas, il peut y avoir des effets bénéfiques, des effets secondaires. Michael Petitjean, dans cette affaire, les limitations à l'actionnariat
Oui. Ça, c'est aussi un autre point intéressant, l'actionnariat des agences de notation et éviter aussi les conflits d'intérêts. Et éviter les conflits d'intérêts. Il y a plusieurs chiffres qui sont sortis. Premier chiffre, limite sur la prise de participation qu'une agence de notation peut avoir dans une autre agence de notation. C'est 5%. Donc au maximum 5%. Il y a également un autre chiffre important, c'est un maximum de 10% de prise de participation pour une agence de notation dans une entreprise qui est notée par l'agence, précisément pour limiter ces conflits d'intérêts qui peuvent en effet surgir. L'autre question, l'Agence européenne de notation, vous en pensez quoi? Il serait question de créer une agence européenne. Oui, une agence européenne. Pour noter les pays, oui. Noter les États. Oui, et il y a deux amendements. L'amendement 44 qui parle en effet d'une agence publique. Qui serait chargé de noter les États. Oui. Problème d'indépendance. Alors, avec une promesse sur papier d'indépendance. Oui. Je dois vous dire tout de suite que j'ai du mal à y croire. Je vois mal comment, dans la pratique, par exemple, une dégradation, par exemple, de l'État français ou de l'État allemand, de la part de cette agence indépendante. Comment peut-on être jugé parti? Voilà. Alors, on remplacerait le conflit d'intérêts qui existerait entre l'émetteur et l'agence de notation par un conflit d'intérêts quand même assez manifeste entre l'agence de notation et les États. Je vous suis, mais par exemple la Cour des comptes. La Cour des comptes, qui remet en cause l'indépendance des cours des comptes? Or, ce sont des organes publics. Oui, c'est vrai. Maintenant, oui, la pression du politique sur la Cour des comptes pourrait en effet être comparée à la pression du politique qu'on pourrait avoir sur une agence européenne de notation. Je sens, Michael Petitjean, que vous êtes peut-être en train de réviser votre jugement là face à... Non, pas vraiment. Je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant d'avoir une agence de notation européenne financée par des fonds privés et éventuellement subsidiée. On peut imaginer une forme de subside temporaire pour l'émergence de cette agence de notation européenne. Mais je ne crois pas à cette agence publique, notamment pour des raisons d'indépendance. Michael Petitjean, professeur de finance à la Louvain School of Management. Merci beaucoup d'avoir participé à 500 millions d'Européens. À bientôt. La Belgique a légalisé l'euthanasie en 2002 et cette semaine, on a appris que des frères jumeaux étaient morts d'une injection létale administrée par des médecins dans un des hôpitaux de Bruxelles. Les deux hommes âgés de 45 ans, ils étaient sourds, ils étaient en passe de devenir aveugles. Alors ce type de cas relève-t-il de l'euthanasie? On en parle dans un instant.